Franchement, j'aurais jamais imaginé passer une après-midi complète à tourner des vidéos YouTube pour vous parler matos. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la suite de notre petite série de vidéos qui parle matos. Donc notamment quel boîtier et quel objectif choisir, qui est vraiment la question qui nous est la plus posée de toutes les questions qu'on reçoit, c'est la plus souvent posée. Donc au point qu'on a été contraint, non je rigole, ça nous fait plaisir de vous aider, donc du coup on s'est dit que ça allait être important en fait de vous faire une petite série là-dessus pour essayer de vous répondre au mieux. Sauf que comme vous le savez sûrement, on n'est pas des experts matériels. Et surtout, on pense vraiment et de tout cœur, allez voir la vidéo d'intro de cette série et vous en saurez plus, mais vraiment on pense que le matos ne fait pas le photographe et on est tellement convaincus de ça. Malgré tout, faut avouer qu'il y a quand même 2-3 petites choses qui peuvent jouer, qui peuvent aider et donc on va vous parler de tout ça aujourd'hui. Chris il dit que je m'éloigne avec ma chaise de plus en plus du cadre, c'est bon là? Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble d'objectifs et de boîtiers adaptés à la photographie de mariage. Et comme chaque photographe a un peu ses préférences, ses astuces, ses besoins, on s'est dit que ce serait quand même vachement plus intéressant de faire intervenir différents collègues à nous et ainsi de vous montrer plein d'exemples différents de matos qui fonctionnent pour de la photographie de mariage. Donc dans un premier temps, on va laisser la parole à nos collègues. Ensuite, on va vous dire nous ce qu'on utilise et pourquoi. Et enfin, on va essayer de tirer un peu une conclusion de tout ça pour vous donner les grandes pistes de réflexion à avoir pour choisir votre propre matos de photographie de mariage. Et de la poudre qui me gratte le nez. Ça a sniffé de la poudre. J'ai sniffé de la poudre de fond de teint, je vous rassure. Alors, du coup, j'ai mes petites notes sur mon portable, parce que parler matos, c'est beaucoup trop compliqué sans prise de notes pour moi, parce que je ne retiens rien. Alors, petite coupure voix off. Avant d'aller plus loin, sachez que la vidéo a été tournée en février 2021 et qu'elle ne tient donc pas compte des dernières avancées technologiques ni des dernières sorties de matériel faites par les marques. Et aussi, peut-être que depuis, le matériel des différents photographes présentés dans cette vidéo a évolué. Mais ça n'empêche que les réflexions restent les mêmes. Bonne suite de vidéo. Donc avant d'interviewer notre collègue Isabelle Galipeau, qui s'est lancée en tant que photographe de mariage il y a pas longtemps, et donc qui est, je trouve, bien placée pour vous parler de quel matériel choisir parce qu'elle s'est posée elle-même toutes ces questions très récemment. On va vous parler d'une photographe qu'on a découvert tout simplement en fait grâce à Instagram parce qu'elle a bien voulu répondre à nos questions et donc on s'est fait une petite visio et on a fait un échange très intéressant. Et donc on a parlé entre autres plein de choses de photographe, on a parlé de son matos. Donc c'est Laura Beauvillain. Au niveau des boîtiers, donc Laura elle a un 5D Mark IV et un 6D Mark II en boîtier secondaire. Donc elle avait commencé par acheter le 6D Mark II et puis quand elle a voulu faire de plus en plus de mariages de façon professionnelle et tout, elle a décidé d'investir dans le 5D Mark IV, notamment pour les photographes de mariage comme nous qui sommes complètement parano de perdre les photos de nos clients. Le 5D Mark IV, il a un double slot et donc c'est quand même une grosse sécurité supplémentaire pour les photos de vos clients. Au niveau des objectifs, elle utilise le 24-70 énormément. Elle dit que c'est celui qu'elle utilise le plus souvent et elle utilise aussi le 70-200. En fait, avec le 24-70 et le 70-200, comme ça, elle a une polyvalence tout simplement monstrueuse sur ses prestations mariage. Je lis mes anti-sèches, c'est tout simplement ce qu'elle a écrit, donc comme ça je suis sûre de ne pas mal retranscrire sa parole. Donc elle dit qu'elle utilise le 24-70 en couteau suisse un peu, donc elle l'utilise en session couple, en cérémonie, pour les photos de groupe et les photos de soirée. Et sinon pour le cocktail elle utilise beaucoup plus le 70-200 pour faire des portraits un peu volés et capter toutes les émotions des invités tout en étant suffisamment éloigné. Donc ça en effet c'est super pratique d'avoir au moins un objectif avec pas mal de zoom en cocktail quand on aime bien un petit peu voler des portraits des invités tout en étant un peu loin dans un coin. Et comme ça, les invités se doutent pas forcément qu'on les photographie et donc ça permet des photos très naturelles. Et c'est vrai que pendant le cocktail, c'est un objectif qui est plutôt sympa. On l'a pas, mais on en entend que du bien. Je dis ça comme si je l'avais et je l'ai utilisé et tout, mais ça reste après des grandes généralités sur la photographie de mariage. Elle a depuis très peu de temps un 16-35. Ce qui est une nouveauté pour elle, mais elle est un petit peu gênée par la déformation en fait pour la restitution des proportions et tout, parce que c'est quand même un objectif grand angle, donc elle l'a pas encore trop utilisé, parce qu'il y a eu 2020 entre temps, n'est-ce pas? Mais du coup voilà, c'est quelque chose qu'elle compte creuser dans les années à venir. Donc elle a aussi un 50 mm, mais qu'elle utilise principalement pour les portraits, mais elle l'utilise très peu. Elle dit que voilà, c'est vraiment pour elle le 24-70 pour sa grande polyvalence qu'elle utilise en grande majorité sur les mariages. Donc voilà pour Laura, un grand merci à elle. Bien évidemment, vous retrouverez donc tout en barre de description, ses réseaux sociaux, la référence de son matos et tout ça. Donc avant de passer à l'interview de notre collègue Isabelle qui elle utilise plutôt du Nikon, donc ça vous montrera des choses assez différentes, on va rester chez Canon
Canon avec la photographe de mariage, donc Diane Jiménez, excuse-moi si je prononce mal ton nom de famille, mais du coup qui est photographe chez communeenviephotographie.com, donc encore une fois toutes les références en barre d'infos et tout ça. Donc je vais essayer de vous la faire résumer, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais en gros elle a commencé avec un 5D Mark II dans un premier temps avec un 24-70 f2.8, donc ce fameux objectif très polyvalent. De fil en aiguille, comme elle doit renouveler ses boîtiers de temps en temps, parce qu'en tant que pro on est un peu parano que nos boîtiers ils nous lâchent, etc. Et c'est un certain nombre de déclenchements aussi, donc bref, les boîtiers il faut les renouveler. De fil en aiguille, en fait, elle a fini par se tourner, y compris d'un point de vue budget. Elle était intéressée par le 5D Mark IV, mais du coup avec 2020, le Covid et tout, elle a testé le 6D Mark II, et en fait elle a beaucoup apprécié ce boîtier-là. Elle a fini par craquer et donc du coup elle en a même acheté 2. Et elle trouve que, en tout cas en ce moment, ça lui convient très bien avec le 6D Mark II. Donc au début elle a commencé avec un 24-70 qu'elle aimait beaucoup pour sa polyvalence. Au bout d'un moment elle s'est trouvée trop limitée en fait, notamment dans les pièces sombres, en église ou quoi, au niveau de la luminosité. Et donc elle a investi dans un 50 mm f1.4 qu'elle a tout de suite adoré, gros coup de cœur. Et du coup maintenant elle travaille avec le 35 mm, le 50 mm et le 85 mm. Donc voilà, donc avant de passer à Isabelle qui va nous parler un peu de ses boîtiers Nikon, etc. Juste pour rester dans le Canon, globalement en fait pour les photographes de mariage, de ce que j'ai vu de vos réponses Instagram, vous êtes très nombreux à utiliser le 6D Mark II ou le 5D Mark III ou Mark IV. Et ce qui joue beaucoup sur tout ça dans vos choix, c'est notamment le budget. Au niveau des objectifs, vous êtes souvent sur du 24-70 couplé à un 70-200, ou alors sur un trio de focale fixe 35 mm, 50 mm et 85 mm, tous les trois avec de grandes ouvertures de 1.8 ou 1.4. Encore une fois, ce choix se fait beaucoup en fonction du budget. Chez les photographes qui sont chez Sony, parce qu'il y en a de plus en plus aussi des photographes de mariage qui optent pour du Sony, il y a le A7 III, la série A7R, donc R3 ou R4 en fonction du budget aussi, si vous voulez un plus récent ou pas. Et pour ceux qui ont vraiment un beaucoup plus gros budget, soit parce qu'ils sont photographes de mariage depuis plus longtemps souvent, soit parce qu'ils commencent avec un gros investissement de départ en se lançant, il y a le Sony A9 qui est apparemment vraiment une perle. Je l'ai jamais essayé personnellement, mais c'est vrai que de plus en plus, vu que Chris est chez Sony, on y reviendra tout à l'heure dans la fin de la vidéo quand on parlera de notre matos, ça me tente pas mal. Les Sony sont vraiment bien, notamment pour tout ce qui est montée en ISO, ils sont très performants. Et donc, avant d'en venir à notre propre matériel, ce qu'on utilise nous et pourquoi on l'a choisi, on va maintenant vous laisser place tout de suite à l'interview d'Isabelle. Bonjour Marie-Charlotte. Est-ce que tu peux très rapidement un petit peu te présenter, dire ce que tu fais, depuis combien de temps? Bonjour tout le monde, donc moi je suis Isabelle Galipeau, je suis photographe professionnelle depuis septembre 2020. Donc c'est vraiment très récent, mais voilà, j'ai voulu parler un petit peu avec Marie-Charlotte de mon matériel, parce que comme je débute vraiment la photographie en tant que professionnelle, c'était pour aussi vous donner un petit peu mon avis par rapport à ça. Donc justement, parlons-en. Comment tu as choisi justement ce matériel-là? Est-ce que tu as changé des choses en passant au professionnel? Et comment tu as choisi, voilà, donc Isabelle fait pas que du mariage, mais ici on va parler vraiment de la photographie de mariage, vu que c'est le sujet de cette vidéo. Alors il faut savoir que déjà quand j'ai commencé la photographie tout court, j'avais un APS-C et du coup je me sentais déjà très limitée par rapport à la qualité du rendu. Et pour les mariages, je voulais forcément un rendu qui soit plus qualitatif, avec, moi j'aime bien tout ce qui est flou d'arrière-plan aussi, donc voilà. Je me suis dit aussi que pour les mariages c'était bien d'avoir 2 boîtiers, parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir des pannes, il peut y avoir aussi de la casse, enfin tout ça. Donc ça c'était déjà un premier critère. Donc moi je me suis penchée sur le D750 de Nikon. J'avais déjà un 50 mm 1.8 de chez Nikon que j'avais acheté quand j'avais mon APS-C, mais qui fait très bien le taf quand même sur un plein format comme celui-ci. Pourquoi j'ai choisi le D750? Déjà parce que c'était un plein format. Le fait aussi qu'il y ait 2 slots. Donc comme ça permet d'avoir 2 enregistrements. Sachant que j'ai les 2 boîtiers pareils, ça me fait 4 sauvegardes, mine de rien. Donc sur les événements, pour moi c'était très important. Je suis sûre que s'il y a jamais un bug, je puisse au moins récupérer quelques photos, quoi. Pourquoi le 1.8? Parce que déjà c'était l'objectif qui n'était pas si cher que ça. 50 mm 1.8 dans mes souvenirs, ça doit coûter dans les 350-400 €. C'est vraiment pas cher. C'est vrai qu'il y a une énorme différence entre le 1.4 et le 1.8 et au final le 1.8 permet déjà d'avoir de très beaux flous d'arrière-plan. C'est ça. Quand on débute au niveau budget et tout, c'est vrai que n'ayons pas peur de le dire, quand on débute au niveau budget, on peut pas toujours non plus avoir forcément... Enfin certaines personnes oui, et tant mieux pour elles. Je rêve du 1.4 mais pour l'instant je me dis pour le début ça me suffit. Pourquoi le choix de la focale fixe pour toi? Pour la luminosité. Enfin, même si c'est 1.8, c'est que c'est moins lumineux que le 1.4, déjà c'est quand même plus lumineux.
Si vous faites des photos dans des églises, enfin des lieux sombres. Les focales zoom souvent sont beaucoup plus limitées en ouverture que les focales fixes. Il faut savoir que parfois les prêtres, les curés, tout ça, quand vous êtes sur un mariage, n'autorisent pas forcément le flash. Et puis même pour être plus discret, c'est beaucoup mieux. Enfin moi je n'utilise pas le flash en église, tout ça. Ça permet d'être beaucoup plus discret et voilà, vous pouvez faire des belles photos avec un beau rendu lumineux. Voilà, mais c'est pas si cher que ça. Après, forcément, il y a quand même mieux. Moi, j'ai un autre objectif, donc j'ai un autre boîtier, puisque j'ai toujours 2 boîtiers du coup sur les mariages. Et du coup, celui-ci, c'est celui qui était avec le pack quand j'ai acheté mon premier D750. En fait, c'est un objectif 24-120 ouverture 4 constante, qui permet du coup quand on zoome, d'avoir toujours la même. De pas perdre en ouverture, ouais. C'est ça. Ce qui est très important. Donc, c'est un 24-120, mais voilà, après, j'aimerais bien un jour passer au 2.8. Mais bon, j'ai pas craché dessus, il était qu'à 300 € au lieu de 1000 quand je l'ai acheté dans mon pack, donc je m'étais dit, ça permet d'avoir des plans assez grands, de zoomer. Alors même si j'ai pas la belle ouverture qu'il y a derrière, ça sauvegarde un peu. T'as le côté polyvalent du coup avec celui-là et c'est ça. Donc entre le 50 qui a une belle ouverture et celui-là, avec les deux à la fin, tu t'en sors quand même avec. Voilà, c'est ça. Si je veux avoir des plans un peu plus larges, du coup, je vais garder celui-ci. Je vais l'ouvrir en 24 voire 35, mais pas plus. C'est vrai, c'est très rare que je fasse des gros zooms. Ou alors c'est vraiment si je suis loin, mais encore. Tu peux t'approcher avec les pieds. C'est ça, je préfère m'approcher avec les pieds. C'est vraiment si jamais il y a une contrainte, on est dans une église et je peux pas, je peux pas aller voir quelqu'un ou tout ça. Là, pourquoi pas. Mais par contre, des zooms, le côté plan, parce que le 50 mm, il est très polyvalent. Il est très souvent le chouchou des photographes de mariage. Et c'est vrai que par contre, avoir quand même celui-là en complément, même s'il y a une petite une ouverture assez limitée, mais par exemple pour les photos de groupe, c'est plus pratique, voilà, ou quand parfois les sorties d'église, on veut vraiment avoir le plan large avec les invités autour. Ou pendant les prépas, des fois, où on est très dans des aussi, ouais. Parfois, quand je fais des plans larges, on va dire, de la chambre, pour voir un peu aussi la chambre, l'ambiance de la chambre, tout ça, c'est vrai que je l'utilise plus facilement. Après, je fais quand même beaucoup moins de photos avec cet objectif-là qu'avec mon 50 mm. Ouais, c'est quand même ton chouchou. C'est quand même mon chouchou. Après, on va dire qu'à l'avenir, ça serait plutôt passé sur un 35-85. Voilà, c'est aussi les chouchous souvent des photographes, voilà, d'avoir les deux en complément qui se complètent assez bien. Ou un 100, je sais pas, souvent parfois les 100 aussi, c'est un peu aussi les chouchous, voilà. Quand t'as 2 focales fixes du coup. Ouais, mais avoir 2 focales fixes. Ou alors un téléobjectif mais en 2.8. Ouverture constante en 2.8. Histoire de dire, voilà, comme ça, si jamais j'ai un souci, hop, ça fait le taf aussi. Il me semble que tu as apporté 2-3 petites choses en complément. Donc en effet, dans cette vidéo, on parle surtout des boîtiers et des objectifs parce que c'est tout le temps ça qui nous est le plus souvent demandé. Mais c'est vrai qu'en photographe de mariage, on peut faire une parenthèse très rapide sur le complément de matériel qu'un photographe de mariage peut avoir et qui peut justement des fois compenser d'ailleurs les boîtiers, enfin certaines limites, notamment au niveau de la luminosité de certains boîtiers objectifs. Surtout par exemple quand on est en soirée, j'ai toujours du coup un flash Cobra. J'en ai même 2, parce que parfois ça m'arrive d'avoir 2. Donc c'est des Yongnuo, enfin voilà, petite marque chinoise, mais qui fait bien le taf, on va dire, pour ce que j'en fais. C'est pas l'objectif que je vais utiliser tous les jours, dans tous les cas. Les mariages, je vais pas en faire non plus tout le temps. Donc un petit flash Cobra qu'on met facilement du coup sur l'appareil photo, voilà. Que je peux aussi mettre en déporté. Donc si je veux faire des photos par exemple pour la première danse, etc., je les mets un peu plus loin. Ça vient en complément aussi des lumières du DJ parce que parfois les lumières du DJ ne sont pas forcément super. Si on a une lumière verte un peu dégueulasse, tout ça, ça peut arriver. Hein. Ça vient en complément. Et même voilà, pour faire des petites photos un peu plus sympas en soirée, quoi, avec des effets de lumière avec du DJ. Pour moi, c'est très important parce que forcément, en soirée, même si on a des bons objectifs, tout ça, après, si on n'a pas une ouverture, par exemple, moi, mon 1.8, parfois, je me sens un peu limitée, surtout en soirée, du coup. C'est que il sera pas assez lumineux pour avoir des choses que en lumière naturelle. C'est vrai que même moi avec le 1.4, clairement le panneau LED de Chris pour la vidéo à côté me sert souvent. Mais on n'a pas forcément un vidéaste à côté, donc... Et ou un petit coup de flash Cobra de temps en temps pour avoir les effets justement de lumière, c'est sympa. Donc pour moi c'est quand même important d'avoir un flash Cobra, donc là c'était un Yongnuo, j'en ai un autre de la même marque, voilà, ça marche avec des piles. En dépannage, toujours pratique. Voilà, mais moi je m'en sers qu'en soirée. Qu'en soirée, vraiment, pas dans l'église, pas pour les préparatifs, tout le reste c'est lumière naturelle. Et du coup, en trépied aussi, t'as dit que t'avais. Et donc du coup, j'ai 2 trépieds, donc Tu les utilises aussi souvent en mariage, toi, les trépieds, ou pas trop?
Pour mettre mes flashs dessus. Ah, Seulement pour mettre mes flashs en déporté, mais sinon c'est très rare que je les utilise pour un mariage. Parce que non, souvent l'appareil photo, bah du coup je l'ai toujours, enfin j'ai faut être mobile, quoi. Un harnais, voilà, un harnais qui tient les deux appareils photo, un de chaque côté, et je jongle comme ça avec mes boîtiers, mais c'est très compliqué d'avoir de trimballer le trépied avec. Donc en effet, on va pas entrer dans les détails du reste du matériel d'un photographe de mariage, enfin par exemple dire qu'il faut 15 batteries, 100 000 cartes mémoire et tous les accessoires qui vont avec. Là c'était vraiment concentré sur boîtier objectif avec la petite parenthèse sur le flash qui peut toujours servir. Donc c'est vraiment chouette, mais en plus comme ça vous montre un exemple sur du Nikon et sur quelqu'un qui vient de se lancer, donc... Et oui, j'ai peut-être pas précisé, mais c'est important quand même d'avoir peut-être 2 boîtiers identiques. Si vous prenez 2 boîtiers, prenez des boîtiers identiques, c'est beaucoup plus facile à la retouche après. Vous avez la même colorimétrie et tout ça. Je me permets, j'interviens en même temps, je suis off caméra là, mais le fait d'avoir 2 boîtiers identiques, ne serait-ce que en termes d'ergonomie sur le boîtier, la disposition des boutons, tu passes plus facilement de l'un à l'autre, c'est beaucoup plus simple. C'est une question de simplicité, que ça soit à la retouche ou même en termes de manipulation, c'est vraiment pratique d'avoir les 2 boîtiers identiques, quoi. Ouais, et comme ça vous pouvez aussi les régler, enfin si vous avez même des focales qui sont de la même ouverture, quoi, vous voulez la même vitesse, les mêmes ISO et tout ça, et c'est beaucoup plus facile pour les prises de vue. Merci. De rien. Ouais, du coup vous retrouverez donc bien évidemment tout le travail d'Isabelle en barre de description, ses réseaux, son site, etc. si vous voulez en voir plus sur son travail. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Alors juste petite parenthèse, on va rester chez Nikon et pour vous parler du matériel de Julien Tonnelier, que vous avez déjà vu sur cette chaîne sur nos vidéos photographie animalière, mais en tant que professionnel il fait aussi du mariage, et lui il utilise donc sur les mariages depuis peu le Nikon Z6 qui est un mirrorless de chez Nikon, et vous pourrez aussi retrouver en fait chez Canon de plus en plus de mirrorless, donc n'hésitez pas en effet à vous pencher aussi du côté mirrorless, que ce soit chez Nikon, chez Canon ou chez Sony. Moi je fais pas de débat ici, il n'y a pas de gagnant, pas gagnant, voilà, chacun ses goûts, chacun ses choix, mais du coup ouais je pense que les mirrorless ils vont prendre de plus en plus de place dans les années à venir, notamment sur leur côté extrêmement silencieux. C'est pratique en fait en cérémonie ou quoi de pas faire de bruit du tout, et aussi par rapport à leur très grande capacité de monter en ISO pour toutes les ambiances très sombres, des fois au prépa, dans les églises, pendant les cérémonies, dans les petites mairies et tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, 2 gros atouts. N'hésitez pas à creuser tout ça aussi de votre côté. Alors pour rester dans les Nikon, on n'en a pas trop parlé ici parce que tout simplement, moi j'y connais rien du tout en Nikon, je vous l'avoue, et vous avez pas été nombreux à nous faire des retours là-dessus. Mais apparemment, il y a aussi toute la série autour des D5 et des D850 qui sont très bien en boîtier full frame professionnel pour faire de la photo de mariage, donc n'hésitez pas à creuser là-dessus si vous en avez le budget et l'envie. Et donc ça fait la parfaite transition avec notre matériel pour la photo de mariage. Je dis notre matériel parce que du coup donc c'est plutôt moi qui m'occupe des photos de mariage et Chris plutôt du côté vidéo, mais je suis chez Canon, il est chez Sony, et en fait de plus en plus il me tente un peu avec son matos Sony, donc mirrorless comme on vient de le dire, d'où la parfaite transition avec tout ça. Donc de mon côté, ce que j'ai donc pour la photographie de mariage, j'ai en boîtier principal un Canon 5D Mark IV, et en boîtier secondaire, j'ai mon ancien Canon 6D, et je pense que bientôt j'achèterai un deuxième Canon 5D Mark IV dès que les finances le permettront, pour avoir en boîtier secondaire la même chose qu'en boîtier principal. Donc à l'époque j'avais acheté le Canon 6D pour avoir un boîtier plein format, mais qui était néanmoins beaucoup moins cher que le Canon 5D, mais j'ai très vite switché sur le Canon 5D pour une raison principale, c'était le double slot. Moi en mariage, je suis du genre extrêmement parano, j'ai tout le temps peur qu'une carte SD me lâche, et donc grâce au Canon 5D Mark IV, je crois que le Canon 5D Mark III le fait aussi, vous avez l'enregistrement en simultané possible sur 2 cartes mémoire dans le même boîtier, et ça en fait moi ça me sécurise énormément d'avoir toutes mes photos en double sur 2 cartes mémoire séparées du début à la fin de la journée. C'est quelque chose que j'estime super important pour la sécurité des images pour mes clients. Le deuxième aussi avantage qui a fait que j'ai switché du 6D au 5D, c'est le nombre de collimateurs qui était beaucoup plus important sur le Canon 5D, et puis aussi globalement la qualité et tout, enfin c'était pas mal. Et donc du côté de Chris, alors lui il bosse plutôt en vidéo qu'en photo, mais son boîtier est quand même pas mal. Pour l'avoir testé quelques fois en photo, j'avoue que je me laisserai tenter peut-être un jour par les Sony. Lui il est sur du A7 III, donc ces boîtiers là ils sont assez polyvalents, autant pour la photo que pour la vidéo, donc si vous hésitez encore un peu, c'est pourquoi pas vous renseigner, creuser un petit peu ce côté-là, ça peut être intéressant. Donc au niveau des objectifs que j'utilise, avant j'ai commencé avec mon 24-70 f2.8 qui était très polyvalent et très bien, j'aime toujours beaucoup cet objectif, mais entre temps je suis devenue une grande amoureuse des focales fixes, et donc en mariage j'amène toujours avec moi mon 35 mm f1.4, je pense que c'est celui que j'utilise
le plus toute la journée, du matin au soir, je l'utilise. Quand j'ai besoin, je switch avec mon 50 mm f1.4 pour notamment des portraits ou ce genre de choses, ou des détails aussi. Et je switch aussi très régulièrement avec mon 100 mm macro de chez Canon f2.8. Donc c'est un objectif macro, mais en fait il est très bien aussi pour les portraits. Donc en fait cet objectif-là, je l'utilise principalement donc pour les détails, donc les détails des fleurs, de la déco de la salle, les alliances et ce genre de choses. Mais je l'utilise aussi beaucoup pour faire du portrait, parce que voilà, j'aime bien son rendu, j'aime beaucoup son flou d'arrière-plan, sa douceur. Je l'utilise notamment en cérémonie parfois pour avoir des plans un peu plus serrés sur l'échange d'alliances ou les portraits des mariés ou des invités qui rigolent et tout. En cérémonie, des fois, je peux pas toujours me coller en fait à la scène que je veux, donc ça me permet de voler des portraits d'un peu plus loin. En cocktail aussi, je l'utilise pas mal en extérieur. Et après, sur le dance floor, je suis très souvent au 50 mm ou au 35 mm en fonction de mes besoins, du recul dans la pièce et tout ça. Donc voilà, j'utilise principalement ces 3 focales fixes là en fonction de mes besoins, du recul nécessaire en fonction de la salle où je suis, etc., etc. Mais c'est mes 3 chouchous pour les mariages. Et malgré tout, sur mon boîtier secondaire, parfois, j'utilise encore le 24-70, plus en dépannage quand j'ai besoin de switch vite fait, de faire un truc et que j'ai pas la bonne focale sur mon 5D au bon moment. Donc on vous a donné plein d'exemples de plein de photographes différents, même si on voit bien qu'il y a quand même quelques petites choses qui reviennent assez souvent. Donc on va maintenant vous donner un peu les grandes lignes et de ce qu'on retient en fait de toutes ces interviews. Donc au niveau du choix de boîtier pour vos photos, ce qui revient souvent, c'est le choix plutôt quand même, quand c'est possible, d'opter pour un plein format pour de la photographie de mariage. Souvent, c'est des boîtiers qui sont plus lumineux, qui ont une meilleure montée en ISO. Et pour compenser les conditions lumineuses qu'on ne contrôle pas toujours en mariage, c'est vrai que ça fait vraiment bien le taf. Ensuite, sur les boîtiers, quelque chose, en tout cas moi, que je trouve très important, c'est faites attention à la possibilité d'avoir un double slot, donc enregistrement en simultané sur 2 cartes mémoire. Si vous êtes team parano un peu comme moi et que vous voulez bien sécuriser vos photos, ça reste un point que j'estime quand même intéressant. Après, si vous voulez du plein format réflexe ou mirrorless, ça c'est vraiment en fonction de vos choix. Comme vous le voyez, les mirrorless sont plus silencieux. Ils ont encore plus de luminosité, enfin de possibilité de monter en ISO et tout, donc ils sont intéressants. Donc après, malgré tout, les réflexes, ça reste quelque chose qui existe depuis plus longtemps et vous avez des parcs d'objectifs parfois sur les réflexes qui sont un peu plus grands en fait que sur les mirrorless, notamment chez Canon en fait, les objectifs, de ce que j'en ai compris, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais les objectifs mirrorless sont pas compatibles avec les objectifs réflexes et vice versa, donc voilà, ça peut encore un peu pêcher sur certains points de ce côté-là, mais les deux sont très intéressants, mais encore une fois, c'est une question aussi de goût, de budget, de préférence et tout ça. Donc ensuite, au niveau des objectifs, on a vu ce qui revenait énormément, c'est soit le duo, que ce soit chez Canon, chez Nikon ou n'importe qui d'autre, et vous avez le duo 24-70 couplé avec le 70-200, qui est un duo qui fonctionne apparemment très bien chez beaucoup de photographes de mariage. Donc en effet, ça vous permet d'avoir une plage focale immense et de vous adapter à toutes les situations. Ça a une très grande polyvalence, mais ce qui pêche un peu dans ce choix-là, c'est que vous allez manquer parfois un petit peu de lumière dans des salles très sombres, en église ou dans des petites mairies sans fenêtre ou ce genre de choses. Et donc pour ça, il y a beaucoup d'autres photographes qui préfèrent opter pour des focales fixes. C'est vraiment aussi une question en fait de à quel point vous aimez courir partout ou pas. Le zoom, ça permet une plus grande flexibilité sans trop bouger en se faisant discret dans un coin. La focale fixe, ça implique de beaucoup plus courir dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre façon de shooter. Donc en focale fixe, ce qui fonctionne très bien souvent, c'est donc le trio 35 mm, 50 mm et 85 mm. Donc soit en 1.4, en 1.8 en fonction de ce qui existe, en fonction des marques aussi. Donc après, ça peut être chez votre marque initiale, Canon, Nikon, mais ça peut aussi être tous les dérivés. Donc chez Sigma, la gamme Sigma Art notamment, qui est très bien et qui est moins cher. Honnêtement, moi j'ai le 35 mm f1.4 de la gamme Sigma Art et j'en suis très satisfaite. Moi je couple aussi avec le 100 mm macro plutôt que le 85. Après, le 85 est quand même plus réputé souvent et plus commun en fait, plus couramment utilisé par les photographes de mariage pour du portrait. Donc moi je fais une petite alternative un peu moins utilisée, mais voilà, c'est pour vous montrer que tout est possible dans les gammes de focales fixes. Il y a aussi des photographes de mariage, et il faut le savoir, je pense que c'est intéressant de le noter, qui font le choix de shooter tout leur mariage au 50 mm. Et ils ont qu'une focale fixe, ils trouvent ça vraiment génial parce que ça les pousse à se dépasser en fait, et à être encore plus créatifs, et vraiment avoir le même rendu sur toutes leurs photos, sur tous leurs reportages, parce que c'est le rendu 50 mm sur toutes leurs images, une seule focale. Et voilà, c'est aussi un choix qui se fait, qui peut être fait. Et notamment le 50 mm, il est tellement polyvalent que si vous voulez passer en focale fixe et que vous voulez avoir une seule focale fixe pour commencer, notamment niveau budget et tout ça, le 50 mm est vraiment un très bon choix. Soit en 1.8, soit en 1.4, encore une fois en fonction de votre budget. Et là, Chris me dit dans l'oreillette la petite précision, c'est qu'en plus d'être très polyvalent, le 50 mm c'est souvent la focale aussi qui est la plus accessible, la moins chère. Et je pense, donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente, matos photographe animalier, mais du coup c'est un conseil que je vais donner aussi ici. Je pense que c'est aussi une focale qui doit se retrouver assez facilement d'occasion parce que tellement de photographes l'ont. Comme vous le
voyez, en fait, c'est aussi beaucoup tout ça une question de choix, de budget. Et autant quand on est photographe de mariage lancé depuis des années ou qu'on commence avec un gros investissement de base, on peut se permettre d'avoir tout de suite tout ce qu'on veut. Autant quand on débute, et c'est le cas de tous les photographes qui me posent la question du matos, c'est rarement des photographes qui ont 20 ans d'expérience, eux ils savent déjà, ils ont pas besoin de mon avis. Quand on débute, c'est parfois pas évident parce qu'on est aussi très limité au niveau de notre budget et donc on veut ce qu'il y a de mieux tout en restant le moins cher possible et dans notre budget. Et du coup, si vous voulez vraiment ne pas rogner sur la qualité par rapport à votre budget, je vous conseille de partir sur du matos d'occasion et franchement ça peut être quelque chose de très très bien. Alors juste pour l'occasion, faites très attention parce qu'au niveau des boîtiers, il y a quand même une durée de vie des boîtiers, notamment en termes de nombre de déclenchements. Donc pour l'occasion sur des boîtiers quand vous voulez être pro, quand c'est votre boîtier principal, c'est un peu chaud. Si c'est votre boîtier secondaire, par contre, pourquoi pas, si c'est vraiment le boîtier secondaire que vous avez en backup par sécurité, optez pour de l'occasion, pourquoi pas, ça peut être une bonne alternative. Je trouve que c'est encore plus facile de faire confiance à de l'occasion au niveau des objectifs parce qu'il y a vraiment des objectifs qui peuvent se garder 10 ans, 20 ans, voire même plus pour certains. Il y a des gens qui utilisent des vieilles focales, enfin des vieux objectifs d'argentique sur leur boîtier d'aujourd'hui et c'est encore en partie compatible et ça fonctionne encore, donc c'est assez ouf. Donc vraiment voilà, si vous voulez des bons objectifs à pas trop cher, le conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez pas rogner sur la qualité, c'est d'opter plutôt pour de l'occasion. Un bon plan, tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue qualité, je pense que c'est un très bon plan. Alors petite parenthèse, comme vous l'aurez sûrement remarqué, on parle très peu ici de qualité d'image, de comparatif, de nombre de pixels, de résolution et ce genre de choses, mais pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que dans ces boîtiers haut de gamme et professionnels, eh bien les qualités sont toutes relativement correctes, même si bien évidemment il y a des différences. Mais ça, justement, c'est la deuxième raison. On vous fait confiance pour être capable de checker vous-même les comparatifs détaillés dans les caractéristiques techniques de chacun des boîtiers. Vous l'aurez compris ici, le but n'est pas de faire des comparatifs et des détails techniques pour chaque boîtier, c'est vraiment plus vous faire part de retours d'expérience de différents photographes sur tous ces sujets-là. Alors pour finir sur cette vidéo, donc bien évidemment, je le répète, allez voir encore ma vidéo intro de la série et tout avec mon gros disclaimer dedans où je détaille bien tout ça, mais le matériel ne fait pas le bon photographe. Il y a plein d'autres choses aussi autour du matos et notamment autour du boîtier objectif parce qu'il y a aussi la qualité de vos cartes mémoire qui est très importante pour la sécurité de vos images. Il y a aussi éventuellement les flashs pour faire des effets en soirée comme on a vu un petit peu avec Isabelle et plein d'autres choses, les sangles, votre sac à dos, il y a plein d'autres choses en termes de matos qui comptent pour un photographe de mariage et pas juste un boîtier objectif. Malheureusement dans cette vidéo on va pas en parler parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue, mais voilà, il y a vraiment plein d'autres choses qui gravitent autour du boîtier de l'objectif et le plus important à mes yeux c'est vraiment votre qualité à vous en tant que photographe professionnel. Essayez d'être le plus réglo possible avec vos clients, de faire des contrats en béton, de sécuriser les images de vos clients le plus possible, de leur offrir la meilleure qualité possible et puis surtout de leur offrir de passer un bon moment, de pas être le vieux photographe de mariage relou dans les basques des mariés à ronchonner toute la journée. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas ça que les mariés ils veulent. Et peu importe si vous avez le meilleur boîtier du monde, le meilleur objectif du monde, surtout aussi entraînez-vous bien avant votre premier mariage pour offrir de la qualité à vos mariés, toute une agréable expérience avec vous. Aujourd'hui c'est vraiment ce que les gens y recherchent aussi au-delà de votre matériel. Mais ce sujet aussi étant beaucoup trop long, je pense qu'il fera l'objet de vidéos vraiment à part, des qualités d'un bon photographe de mariage à nos yeux, ou de tout ce qui tourne autour du matos, de tout ce qui est encore plus important que le matos à nos yeux pour la photographie de mariage. Mais bon, le thème de cette vidéo c'était le matos, vous nous l'avez demandé, on l'a fait. Bien évidemment, je suis persuadée, j'en suis sûre qu'on n'a pas du tout été assez complet dans cette vidéo parce que le sujet est tellement vaste. Du coup, je vous invite à participer avec ça avec nous. Je pense que tous ensemble, on pourra vraiment faire un retour encore plus complet de tout ça. Donc dites-nous en commentaire, vous, ce que vous utilisez en tant que photographe de mariage, ce que vous utilisez comme boîtier, ce que vous utilisez comme objectif, ce que vous utilisez en plus de tout ça pour faire, pour améliorer encore la qualité de votre prestation. Et puis dites-nous surtout pourquoi vous avez choisi ce matos. Et puis comme ça pourra aider les personnes qui regardent cette vidéo si vous voulez compléter toutes ces explications et avoir encore plus d'exemples. Et bien direction les commentaires. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo série matos. Alors le prochain sujet, je sais pas trop ce que ce sera encore, peut-être la photographie de portrait, la photographie de studio, photographie de bébé, de famille, je sais pas. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo sur la série matos. Et puis on verra ce qu'on pourra faire et quels collègues aussi on pourra interviewer. Et puis il me reste plus qu'à vous dire bon courage dans votre choix de matériel. On espère qu'on aura pu apporter notre petite pierre à l'édifice. On vous invite à regarder plein d'autres vidéos, plein de blogs sur le sujet.
On vous invite aussi pourquoi pas à aller en boutique en fait, parce que les vendeurs de matériel photo c'est aussi leur métier, sauf si vous avez pas de chance et que vous tombez sur quelqu'un qui s'y connaît pas trop, mais en général quand même les gars c'est un peu leur taf quoi. Contrairement à nous, on n'est pas forcément spécialisé matos. Donc voilà, je vous invite vraiment à compléter toutes ces informations. On vous dit aussi bon courage si vous comptez vous lancer prochainement en tant que photographe de mariage. Bonne chance à vous avec tout ça, et puis à bientôt et bonne photo à toutes et à tous.